On va reprendre avec cette première table ronde consacrée donc à la façon dont les collectivités territoriales répondent en fait à cette demande, comment elles arrivent à y répondre. On va fonctionner en 3 temps et donc déjà je vais vous présenter les intervenants. Donc à ma gauche, tout au bout, Nathalie Casseigné, donc, qui est responsable adjointe du service ou de la direction développement économique à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Ensuite, donc, Guillaume Terraillot, qui est directeur général adjoint à l'EPF Île-de-France, et Chad Sorat, qui est chef de projet développement économique et attractivité à la communauté d'agglomération de Valence-Romand, donc dans le département de la Drôme. Pour commencer donc sur cette table ronde, je pense que certains voudront présenter en 2 minutes leur territoire, notamment Chad et Nathalie. On ne présente pas l'Île-de-France. Quand même. Et donc, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est comment identifiez-vous les besoins fonciers et immobiliers des entreprises sur votre territoire, hein. Comment, finalement, vous cernez la demande, avec quel type d'outils, et donc comment vous faites pour cerner, qualifier ces besoins sur le territoire. Alors, il y a un micro tout au bout pour Nathalie, voilà. Très bien. Allô, oui, c'est bon? Ça marche? Parfait. Donc oui, je ne vais pas refaire effectivement le topo sur l'Île-de-France que beaucoup d'entre vous évidemment connaissent, mais plus particulièrement sur Boucle Nord de Seine. Donc Boucle Nord de Seine, c'est le fameux territoire numéro 5 de la métropole du Grand Paris, donc qui est situé entre le secteur de la Défense, où nous sommes aujourd'hui, et le secteur de la Plaine Saint-Denis. Donc c'est un territoire évidemment dense. On en parle depuis le début de l'après-midi. 450 000 habitants, 41 000 établissements économiques. Donc cette densité, évidemment, on la retrouve puisqu'on a des villes qui sont limitrophes à Paris et on va jusqu'en seconde couronne avec Argenteuil. Nous avons au total 7 villes, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais voilà, la carte est assez explicite. Ce qu'il est intéressant de préciser aussi sur le territoire, et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est que nous sommes un territoire industriel, historiquement industriel, mais qui souhaite évidemment le rester. C'est un défi au sein de la métropole du Grand Paris. Nous sommes le premier pôle d'emploi productif de la métropole du Grand Paris, productif au sens large, industrie et logistique, puisque, vous le savez, sur le territoire de Boucle Nord de Seine, nous avons le port de Gennevilliers, qui est évidemment un marqueur extrêmement fort sur le territoire, proposant à la fois des locaux d'activité, mais également de la logistique de manière importante. Donc voilà, je vous ai précisé quelques éléments, notamment concernant les emprises industrielles, à savoir que nous avons environ 450 hectares d'emprises et environ 400 hectares sur le port également. Voilà, donc ça donne un ordre d'idée des surfaces qui sont dédiées à l'industrie et à la logistique sur notre territoire. Et j'ai mis le logo de Gennevilliers puisque je devais parler à 2 voix avec ma collègue, référente développement économique au sein de la ville de Gennevilliers, puisque je ne l'ai pas dit, mais nous sommes un territoire jeune dans le sens où évidemment, la métropole a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, mais surtout, il n'y avait pas d'agglomération préexistante sur le territoire. Donc, les villes n'avaient pas cette collaboration, cette histoire de collaboration. Donc, on est parti de rien et on construit petit à petit. Et cette construction est un peu particulière sur le territoire puisque nous travaillons main dans la main avec nos villes. Donc, j'aurai l'occasion de l'expliquer un peu plus. Est-ce que je réponds au petit sujet au questionnement, notamment sur l'identification des besoins, ou oui. je passe la parole pour... Je propose que vous enchaîniez. J'enchaîne, très bien. Et j'en profite juste pour effectivement excuser Françoise Hilaire qui n'a pas pu être parmi nous, qui était au service économique de Gennevilliers
qui devait être en tandem avec Nathalie, mais qui connaît très bien aussi le sujet et les actions de Gennevilliers. Entre autres. Ce que je n'ai pas également précisé, mais je pense que vous en doutez, au regard de la géographie du territoire, on a un territoire avec une diversité en termes immobiliers qui est extrêmement forte, à la fois du tertiaire, de l'activité de la logistique. On a toute la chaîne de valeur pour accueillir les filières sur le territoire et les typologies immobilières associées. Donc, par rapport à l'identification des attentes, des besoins des entreprises. Alors, évidemment, on a plusieurs leviers qu'on mobilise. Il y a tout d'abord le lien avec l'entreprise qu'on a en contact régulièrement. Alors là, je parle plutôt au nom des 7 villes du territoire qui gardent ce lien avec les entreprises. Donc, elles vont être plutôt réceptacles de leurs besoins dans le cadre vraiment d'échanges sur plutôt les entreprises endogènes, les entreprises qui souhaitent se développer sur le territoire, avoir un véritable parcours résidentiel. Et Boucle Nord de Seine va plutôt identifier les besoins des entreprises exogènes. Et donc ce travail se fait en lien avec les services de la région, notamment Choose Paris Région, le service Smart Implantation également. Et donc, comme je vous le disais, on a un travail main dans la main avec les villes puisque nous nous voyons toutes les semaines justement pour échanger sur les demandes des entreprises et voir comment les offres existantes peuvent y répondre ou comment l'offre peut être également développée pour y répondre. Comme autre levier d'identification de ces besoins, on va avoir également régulièrement des études qui vont être lancées. Donc à l'échelle de l'agglomération, une étude assez classique du marché immobilier annuelle pour identifier l'ensemble des demandes, des besoins, de faire une veille sectorielle également sur le territoire. On a également des compléments qui parfois sont proposés au sein des villes sur des sujets plus spécifiques ou des attentes particulières. Ensuite, qu'est-ce qu'on a je l'ai dit, mais d'ailleurs aujourd'hui en fait partie, tout un travail de veille. C'est extrêmement important pour nous au sein des équipes très opérationnelles, villes et agglomérations, de se tenir au courant des besoins qui peuvent être remontés à une échelle plus régionale ou nationale. Comment évolue le télétravail, comment l'industrie 4.0 se développe, quels sont les besoins associés. On voit bien qu'il y a beaucoup aujourd'hui de matière, enfin en tout cas de plus en plus. Et donc évidemment, nous, on se saisit aussi de cette matière-là. Voilà. J'ai probablement oublié des éléments, mais bon, c'est déjà des premiers éléments de réponse. Merci beaucoup. Donc oui, une activité de veille, et évidemment, puisque la région Île-de-France représente un vaste marché avec de nombreuses entreprises quand même qui sont présentes, et donc une répartition des rôles aussi entre l'établissement public territorial, donc le niveau intercommunal, et puis les communes qui se répartissent un petit peu en fonction des types d'entreprises et ses besoins. Du côté de, je vais passer la parole à Chatsorat sur Valence Roman. Donc même question, comment alors il n'y a pas de note à la fin, donc comment vous identifiez à Valence Roman Agglo les besoins fonciers immobiliers, avec quels outils? Raconte-nous. Bon, merci, bonjour à tous. Je n'ai pas préparé de slide avec une petite carto, mais globalement en présentation, Valence Roman Agglo, c'est 54 communes, 230 000 habitants. On a 23 000 établissements, donc on n'est pas si loin de la boucle nord de Seine. Enfin, c'est 2 fois moins à peu près. Mais du coup, on représente 48% des emplois de la Drôme sur le territoire. C'est 20% des effectifs dans l'industrie. Donc, on a un territoire qui est assez industriel, mais qui est aussi aujourd'hui un peu issu de la crise de la chaussure, un territoire aussi hétérogène en termes d'activité avec des filières d'excellence comme l'agroalimentaire, la maroquinerie, la mécanique de précision, la plasturgie.
On a de l'image animée aussi chez nous. On travaille aussi sur l'agriculture et puis on essaye de développer les startups, dans le cadre de startups de territoire, les entreprises à impact. Donc il y a quand même beaucoup de sujets, ce qui fait de nous un territoire assez atypique, mais qui est assez stratégique en fait dans le contexte actuel de reconquête industrielle de la France. Hein, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on est aussi inscrit dans ce contexte-là. Et puis après, en termes de surface de foncier, le Valence Roman Agglo, c'est 1650 hectares de foncier à vocation économique, 540 hectares hors zone d'activité loi NOTRe. C'est 81 hectares en fait à commercialiser aujourd'hui et 50 hectares à optimiser ou à requalifier. Donc ça, c'est un élément sur lequel je reviendrai après sur les questions suivantes. Mais globalement, pour répondre à celle qui est posée, de savoir comment on identifie les besoins des entreprises, aujourd'hui, nous, on est assez au clair en fait, au niveau de notre tissu d'entreprise sur ce dont elles ont besoin, notamment sur tout ce qui est artisanat, petite industrie, TPE, PME. On a assez l'habitude en fait de discuter avec elles, d'échanger avec elles, et on est aujourd'hui assez en capacité de savoir en fait ce qu'il leur faut en termes de foncier. Ça ne veut pas dire qu'on leur fournit ce qu'elles veulent, mais on sait ce dont elles ont besoin. On a effectivement nous aussi un travail avec la région et notamment auprès de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour les projets un peu exogènes. On court pas spécialement après, mais ça peut représenter 5% en fait de notre activité à l'année. Et donc ça pose la question effectivement, parce que ces projets exogènes sont souvent industriels. On va peut-être souvent être sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure en présentation de votre étude, sur des fonciers un peu importants, parfois au-delà de 2 hectares. Donc nous, on est un peu ciblés pour ça. Donc là, une capacité à anticiper en fait les besoins des entreprises qui est un peu complexe parce que chaque projet industriel est particulier avec des process un peu différents et des chaînes de production qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis après, on a aussi un travail et on le fait globalement sur tout secteur avec les professionnels de l'immobilier d'entreprise. On a un observatoire, en fait, une collaboration avec eux pour déterminer chaque année ce qui se loue, ce qui s'achète, ce que nous, on vend en fait, en termes de foncier aux entreprises, de manière à ce qu'on ait une idée assez claire de la demande en fait, sur le territoire et la capacité du territoire à offrir en fait, des locaux aux entreprises. Et donc là, il y a aussi notamment un petit sujet sur le tertiaire et stratégie foncière, mais on en discutera après, je pense. Ok, merci. Je me tourne vers Guillaume Terraillot. Alors, donc c'est un opérateur public du foncier, l'EPF. C'est pas donc exactement sur le même mode que vous intervenez qu'une collectivité territoriale, d'où l'intérêt aussi d'avoir votre présence à la table ronde. Comment du coup vous positionnez par rapport à ce que les collectivités identifient, repèrent, et comment avec vos outils aussi vous complétez sur le registre de la demande et des besoins fonciers immobiliers. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, notre mission au sein des établissements publics fonciers de l'État, c'est d'essayer de faire coïncider cette offre et cette demande sur les questions foncières. Au niveau de l'établissement public foncier d'Île-de-France, notre mission, c'est de mobiliser le foncier, donc de trouver ces fonciers stratégiques, de les sécuriser au meilleur prix, à un prix public pour les collectivités, pour leur permettre de réaliser leurs projets de logement, c'est un peu notre ADN à la base, mais aussi en matière de développement économique. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de l'EPF Île-de-France, notre activité en matière de développement économique sur les fonciers cédés, c'est l'équivalent en moyenne ces dernières années de 250 000 mètres carrés. Donc d'activités qui peuvent se réaliser moyennant ces cessions. La particularité, c'est que jusqu'ici, cette production, somme toute à notre échelle importante, était portée par l'aménagement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, depuis quelques années, l'aménagement évolue. Et donc, ça fait qu'on a une demande à notre endroit, au niveau de l'établissement, qui se fait plus forte pour intervenir plus directement sur ces questions.
Et on voit qu'on se confronte en Île-de-France à deux grandes typologies de situations. La première, pour être un peu caricaturale, c'est en petite couronne, c'est comment gérer la concurrence d'usage qu'il peut y avoir entre cette activité productive et notamment la production de logements à l'heure de la crise du logement, voire d'autres segments, on en a parlé, en particulier le tertiaire. Là où, en grande couronne, la problématique est assez différente. Elle est plus liée à cette question de la sobriété foncière. C'est comment continuer à développer l'activité économique dans le nouveau paradigme qui est celui de la trajectoire zéro artificialisation nette, et donc en consommant moins d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc on voit que ces questionnements nous amènent, nous, à monter à un niveau un peu plus stratégique dans notre intervention. C'est pour ça qu'en plus de nos conventions d'intervention foncière, de notre action foncière en tant que telle, on a développé un nouvel outil qu'on appelle des conventions stratégiques qui sont signées avec les intercommunalités, qui ont vocation à les accompagner pour réfléchir au volet foncier de leurs études sur ces questions de développement économique. Donc ça va depuis des études sur les filières à accueillir, enfin présentes et à accueillir, en passant par des schémas d'aménagement de développement économique jusqu'à des études préopérationnelles qui peuvent porter par exemple sur la requalification de zones d'activité. Et dans ces études, donc on cofinance, où on travaille à la préparation des cahiers des charges, on attache beaucoup d'importance, notamment à ce qu'au-delà de la question de l'offre foncière qu'on peut définir, de la dureté foncière qui peut se matérialiser sur les territoires, de bien travailler cette question de la demande, d'être sûr que dans l'image que peuvent avoir notamment les élus de ce que leur territoire pourrait accueillir, que ça rencontre effectivement cette demande. C'est un élément qui pour nous est très important. Et donc par ces études, en fait, notre objectif est aussi un peu intéressé, puisqu'on cherche à préparer notre action foncière future et de pouvoir nous-mêmes intervenir davantage sur cette question effectivement de développement de l'activité productive en Île-de-France. Oui, donc on voit que voilà, la panoplie des outils qu'utilisent les collectivités pour identifier les besoins des entreprises ne sont pas exclusifs. On peut retrouver donc un EPF, un opérateur du foncier qui vient compléter cette boîte à outils pour identifier les besoins. Il y a également des observatoires régionaux ou locaux de l'immobilier d'entreprise dans certaines métropoles ou certaines régions d'ailleurs, dont l'Île-de-France aussi, qui ont leurs propres outils d'analyse. Après, la question qu'on a envie de vous poser à tous les trois, c'est quelles entreprises vous accompagnez, comment vous les accompagnez? Est-ce que vous avez une stratégie qui vous permet aujourd'hui, ou une gouvernance qui vous permet de les toucher particulièrement? Je parle des entreprises industrielles et artisanales. Nathalie, là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors effectivement, sur l'industrie, donc le territoire a été labellisé territoire d'industrie en 2018. Donc de fait, une volonté politique forte au travers de cette labellisation d'accompagner le développement des entreprises de la filière, du secteur industriel. Une fois qu'on a dit ça, d'une part, il faut travailler à un consensus au sein du territoire, puisque je ne l'ai pas précisé, mais donc effectivement, on a des villes qui, de fait, ont un tissu bien plus tertiaire, comme Clichy, et qui se considéraient initialement moins accueillantes pour l'industrie, et puis des ADN industriels beaucoup plus forts sur Argenteuil, Gennevilliers ou Villeneuve-la-Garenne encore. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'au travers de ce label et de la feuille de route qui a été mise en place progressivement, c'est des échanges qui ont permis d'aboutir à une amorce de consensus sur l'industrie peut être accueillie sur l'ensemble des fonctions immobilières du territoire. Nous avons des grands comptes industriels à Clichy, L'Oréal, on a un certain nombre de grands comptes, IBM, etc., Thales, et en même temps, on va avoir effectivement sur les autres villes du territoire la possibilité d'accueillir des fonctions d'entreposage, d'industrie, d'activité, etc. Et donc,
nos élus depuis maintenant quelques semaines, hein, donc c'est tout récent. Voilà, on vraiment créé un consensus sur l'intérêt de cibler les entreprises industrielles, quelles que soient les villes du territoire. Voilà, c'est déjà un grand pas pour nous, considérer que l'industrie concerne tout le monde. Et que surtout, c'était l'ADN du territoire. Et donc, ce travail, notamment, a été permis via Territoire d'Industrie, mais aussi via une démarche de marketing territorial qui n'avait pas été lancée jusqu'à maintenant. Et qui du coup est lancé depuis maintenant fin décembre et qui va encore se poursuivre en 2023 et qui dans le cadre justement des cibles dans le cadre de ce marketing identifier voilà, à la fois des cibles alors endogènes et exogènes. Le territoire clairement se positionne plutôt sur des entreprises endogènes aujourd'hui pour travailler à la résilience voilà, de son tissu et de la diversité de son immobilier. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on va accueillir à la fois des entreprises pour nous industrielles qui sont des entreprises de services à haute valeur ajoutée pour l'industrie, vu clairement, au vu du positionnement et de la densité du territoire, nous attirons naturellement des entreprises de l'ingénierie, du conseil, de la R&D, etc., qui justement peuvent s'implanter sur un tissu à la fois tertiaire et industriel, et également donc des cibles d'entreprises de production. Et donc là, on se positionne notamment sur des entreprises dans l'informatique qui manquent cruellement sur le territoire. Également, tout ce qui relève de la valorisation des déchets, la chimie qui est extrêmement présente et historiquement et qui se développe encore fortement. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de capitaliser sur ce développement. Et notamment, quand je dis chimie, c'est au sens large, mais on a notamment un travail particulier sur la filière cosmétique en lien avec la région Île-de-France et le pôle de compétitivité Cosmétique Valais. Voilà, donc ça c'est par rapport au ciblage des entreprises. Après, qui dit ciblage, pour faire écho un peu à ce qui avait été dit précédemment cet après-midi, c'est pas parce que y a ce ciblage qui permet d'accompagner notre travail de prospection et de parcours résidentiel des entreprises déjà implantées que on va être totalement fermé évidemment à tout type d'autres entreprises. L'intérêt pour nous en tant que territoire est d'accueillir des entreprises qui ont un potentiel en matière de création d'emplois, qui font sens au regard des compétences qui sont présentes sur le territoire, etc., etc. Donc voilà, c'est évidemment, il faut avoir quand même une vision globale et pas restrictive de ce ciblage-là. Sur les stratégies foncières ou stratégies de développement économique, d'ailleurs, donc vous nous direz un petit peu où vous en êtes tout à l'heure sur Boucle Nord de Seine. J'ai envie de poser la question donc à Guillaume Terraillot. Est-ce qu'avoir une stratégie foncière ou de développement économique, pour vous, c'est je dirais un prérequis? Comment vous saisissez de cet élément-là pour intervenir aux côtés des territoires? Conditions sine qua non, conditions suffisantes mais non nécessaires. Alors, conditions nécessaires, malheureusement pas forcément suffisantes. Non, c'est une condition nécessaire parce que dans le modèle qui est celui des établissements publics fonciers, lorsque l'on intervient pour le compte d'une collectivité, on passe une convention et au titre de cette convention, il y a le principe d'une garantie de rachat, puisque par notre décret, on ne peut pas faire de perte. Donc ça fait que lorsqu'on sécurise un foncier, derrière, il y a cette épée de Damoclès, quelque part, qui pèse au-dessus de la collectivité. Donc ça fait que, naturellement, notamment nos tutelles, le ministère en charge de l'urbanisme comme Bercy, veulent que cette épée de Damoclès soit la moins forte possible. Et donc, dans ce secteur du développement économique, ça veut dire qu'effectivement, le point de départ, c'est qu'on ait une stratégie claire, c'est par rapport à une intervention sur un terrain, qu'on sache un peu ce qu'on cherche
à y implanter. C'est pour ça, ce que je disais il y a quelques instants, qu'on accompagne en amont les études sur le volet foncier pour justement alimenter cette réflexion et aussi apporter certains entrants, je pense, de bilan qui sont importants pour s'assurer de la robustesse de la cible. Et puis derrière, là encore, comme nos conventions avec les collectivités sont des conventions plutôt de court terme, on ne fait pas de réserve foncière en tant que telle, on est à des horizons 5 à 7 ans, donc généralement, quand la collectivité nous demande d'intervenir, parce qu'on intervient pour la collectivité, il y a déjà un opérateur souvent qui est identifié. Donc c'est un élément un peu restreignant de notre activité. Malgré tout, effectivement, on a beaucoup de configurations où cette situation est intéressante, puisque je le rappelle, lorsque l'établissement intervient, donc à l'entrée, on achète au prix des domaines, donc à un prix public, et à la sortie, on cède au prix de revient sans marge ni profit. Donc on garantit quelque part le foncier au meilleur prix, celui qui ouvre le plus possible le champ des possibles pour accueillir des activités productives. Donc on retombe bien sur cette question de temporalité en fait, de l'aménagement, où on a un intervenant, un opérateur qui va intervenir, mais qui a besoin d'une visibilité suffisante à un moment donné pour pouvoir être en capacité de se dire je vais rentrer sur le projet parce que je sais que la collectivité a finalement les moyens de le faire sortir par le haut, tant qu'à faire, et avec un projet qui sera viable sur le territoire avec un opérateur à terme. Et ça, c'est donc un élément de la chaîne qu'on retrouve aussi dans la négociation, en tout cas qu'on a bien vu avec certaines entreprises ou aménageurs qui viennent ensuite en relais par rapport à l'intervention de l'EPF. Sur un territoire maintenant un peu différent, sur Valence Romand agglomération, Chad, vous êtes un peu, je veux dire, dans une phase transitoire, au milieu du gué, je ne sais pas quel terme il faut reprendre, mais entre ce que certains disent comme étant l'ancien monde, et puis c'est quoi le nouveau monde pour vous? Comment vous essayez d'assurer la transition entre VRA ancienne version et nouvelle version? Waouh, j'ai 4 heures. Non. Je vais essayer 4 minutes. Je vais essayer de faire plus court. Juste, peut-être pour répondre à cette question, je vais répondre en deux parties parce que je pense qu'accompagner les entreprises, c'est un peu particulier. Tout à l'heure, on a parlé de gouvernance. On a parlé aussi en introduction là, de cet après-midi de discussion entre les services urbanisme et les services économiques. Nous, ça tombe bien parce que par la force des choses, on s'est un peu mis à discuter ensemble. Avec le service urbanisme et du coup je rigolais tout à l'heure quand madame disait qu'il y avait vraiment parfois un antagonisme entre ces deux services et les façons de voir les choses. C'était tout à fait ça, quoi. Moi j'ai beaucoup rigolé du coup, mais tout ça pour dire que nous on s'est dit deux choses. On s'est dit que pour accompagner les entreprises il fallait qu'on ait une stratégie et que cette stratégie il fallait qu'elle soit transversale, parce qu'on fait de l'aménagement du territoire quand on fait du développement économique, et il fallait qu'elle soit partagée par les élus de l'intercommunalité. Ma voisine disait tout à l'heure que son interco était assez jeune. Je pense que globalement beaucoup d'intercos sont jeunes aujourd'hui, et le fait intercommunal il n'est pas fortifié, il est encore il est encore en maturation, je trouve, et ça pose une vraie question. C'est-à-dire que accompagner les entreprises, ça veut dire être droit dans ses bottes aussi, surtout quand on est obligé de faire des choix. Et donc nous, cette stratégie foncière, elle a quelques attendus. Nous, on veut éviter de fragiliser des centres-villes, parce qu'on a des actions cœur de ville sur les centres-villes de Romans, Bourg-de-Péage et Valence. Et parce qu'on pense que remettre de l'activité en centre-ville, c'est une bonne chose. On veut empêcher le phénomène de déqualification des zones d'activité. Nous, on a de la chance, on n'a pas vraiment beaucoup de friches. Donc, comme on veut éviter d'avoir à les traiter, on essaye de travailler ça avant. On a aussi le souhait, comme toutes les collectivités, d'avoir un meilleur ratio emploi mètre carré urbanisé.
Ça, je pense que c'est aujourd'hui prégnant pour tous les territoires. Et puis après, forcément, on veut gérer le foncier de manière raisonnée, permettre l'accueil d'entreprises exogènes et aussi limiter les concurrences intraterritoriales et les coûts de fonctionnement. Je pense que tout le monde en est là, mais nous, on l'a mis sur le papier. Alors, opérationnellement, ça veut dire quoi quand on est en discussion avec les entreprises? C'est premièrement, c'est être en discussion constante avec les chefs d'entreprise, leur apporter de l'information, dire ce que c'est le zéro artificialisation net, ce que ça a comme conséquence en fait pour les territoires, ce qui s'est passé avant et ce qui n'était pas bien, et ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on peut faire de mieux. Ça, c'est vraiment un travail qui est assez important parce que les développeurs économiques ont toujours eu la mission de dire oui à tout. Nous, on a été des accompagneurs en fait des entreprises et aujourd'hui, on est un peu ceux qui les freinent. Donc, nous, on a changé de paradigme, mais c'est pas forcément évident au quotidien à gérer, surtout pour les entreprises. La deuxième chose, c'est que comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on sait ce dont les entreprises ont besoin, on sait aussi regarder les règlements de PLU et analyser ce qui faisait avant qu'on ne consommait pas bien le foncier et ce qu'on peut faire de mieux. Donc on travaille en fait avec les communes dans le cadre des révisions de PLU pour assouplir les règlements, arrêter de construire le bâtiment au milieu de la parcelle par exemple, pouvoir construire en limite séparative. C'est tout un tas de petits sujets comme ça sur lesquels on accompagne les communes avec nos collègues de l'urbanisme. On travaille aussi avec les artisans sur des démarches de permis de construire groupé valant division. Alors ça c'est bête comme chou, ça existe depuis hyper longtemps, sauf que jusqu'à maintenant, un artisan qui demandait 2000 m² pour construire un bâtiment de 300 m², on lui donnait, on ne se posait pas la question. Maintenant, sur 2000 m², moi je suis capable de vous mettre 3 projets de 300 m². Ça a une petite incidence quand même sur la façon d'aménager les zones d'activité et leur capacité à ajouter en fait des réseaux. Mais c'est pas tout à fait le sujet, mais du coup ça a quand même une incidence sur les coûts de fonctionnement. Et puis aussi, on a pris le parti de développer des villages entreprises pour les tout petits projets. Et notamment parce qu'aujourd'hui, on veut optimiser au maximum. Donc, on lance des appels à projets. Nous, on fait venir des opérateurs et des constructeurs et on leur dit, voilà, vous avez un foncier de 10 000 m². On veut tant de lots, de tant de surface, avec possibilité de les assembler. On travaille avec l'établissement public aussi, foncier, qui agit sur notre territoire, EPORA, pour mobiliser éventuellement des fonciers. On n'en a pas beaucoup, je disais tout à l'heure, mais quelques friches, ou en tout cas des fonciers qu'on voudrait muter. Nous, on s'est doté aussi d'une société d'économie mixte, in situ, qui va en fait porter des opérations bâtimentaires à des fins de vocation économique. Notamment parce qu'on l'a vu tout à l'heure, parfois les entreprises ont besoin de louer parce qu'elles ont un besoin rapide, parce qu'elles ont un besoin transitoire. Et donc ça, il faut être en capacité d'y répondre. Et puis, on a fait aussi un dernier travail, en fait, qui était le premier, mais j'en parle en dernier parce que c'est peut-être le plus important. C'est identifier les espaces à optimiser, à requalifier en zone d'activité. Parce que dans le contexte de zéro artificialisation nette aujourd'hui, et dans le cadre des révisions de PLU, il faut être en capacité de savoir quelles sont les marges de manœuvre déjà au sein des zones d'activité avant de se dire qu'est-ce qu'on va aménager de plus. Et ça, quand on a fait ça, on a plus de marge de manœuvre et plus de facilité à discuter avec les services de l'État. Donc oui, un programme qui implique une palette d'outils assez large à Valence Roman agglomération. Alors sur Boucle Nord de Seine, vous travaillez différemment. Et vous avez aussi pas mal de démarches en gestation sur cette question du foncier économique. Moi, vous avez dit que vous êtes territoire d'industrie, donc c'est à la fois une reconnaissance et puis ça, je dirais, ça oblige aussi à aller de l'avant sur ces questions-là. Mais sur les autres domaines, ce qui dépend de l'agglomération, ce qui dépend des villes aussi, comment vous organisez aussi?
Alors justement, aujourd'hui, on s'organise, l'agglomération accompagne les stratégies locales, mais pour ce qui est de la stratégie foncière et immobilière, il y a quand même une volonté d'avoir une vision globale à l'échelle de l'ensemble du bassin d'emploi. Et donc, ce que vous veniez de dire à l'instant, on va également le formaliser. Alors, sur Boucle Nord de Seine, on souhaitait le formaliser dans le cadre notamment d'une démarche de schéma d'accueil des entreprises. Donc, ce schéma d'accueil, c'est un des chantiers en 2023 important pour le territoire. L'ensemble des villes sont partie prenante de ce schéma d'accueil. L'objectif est à la fois d'identifier les sites économiques, qu'ils soient industriels ou tertiaires, notamment dans le cadre de la loi climat et résilience, mais voilà, c'était dans tous les cas un besoin extrêmement fort pour le territoire d'actualiser pour certaines villes, mais surtout de créer de toutes pièces cet inventaire et de qualifier surtout l'ensemble de ces sites, donc de les diagnostiquer de manière extrêmement fine pour ensuite travailler à une qualification en termes de rayonnement plus ou moins important. Est-ce que c'est un rayonnement métropolitain, un rayonnement plus tourné vers la commune ou vers le bassin d'emploi, son poids au sein du tissu économique, également ses spécificités. Est-ce que c'est des sites qui ont vocation à être davantage spécifiés avec une couleur très forte d'une filière en particulier, ou est-ce qu'au contraire, il y a des enjeux de mixité qui vont s'inviter sur ces zones mixité d'ailleurs, voilà, je rejoins l'ensemble des discussions qui ont eu lieu sur le sujet de la mixité. Hein. C'est un vrai sujet qui souvent, malheureusement, oppose services développement économique et urbanistes. Mais bon, voilà, l'important, c'est d'avoir ce dialogue en permanence et justement de faire remonter l'ensemble des besoins des entreprises pour qu'ils puissent être pris en compte. Travailler également sur, vous l'avez dit, hein, mais la densification, la requalification des zones d'activité. Enfin, l'objectif étant, derrière ce schéma d'organisation spatiale, d'avoir un plan d'action très opérationnel, donc qui va être priorisé dans le temps, budgété évidemment, notamment pour le sujet des requalifications. C'est un enjeu extrêmement fort, hein, puisque évidemment on aimerait tous pouvoir requalifier l'ensemble de notre parc industriel et tertiaire, parce que l'obsolescence touche aussi le bureau. Encore faut-il pouvoir mobiliser les fonds, qu'ils soient publics ou privés, et c'est extrêmement complexe. Donc en tout cas, voilà, on souhaite évidemment impulser toutes ces réflexions. Et ce qui est assez intéressant dans le cadre de Boucle Nord de Seine, c'est la possibilité de mener ces travaux dans le cadre de l'élaboration du PLUI qui est en cours. Donc nous sommes en train de finaliser notre PADD et nous allons passer à la phase réglementaire de ce PLUI. Et ce schéma d'accueil va justement, ou doit permettre d'accompagner les réflexions réglementaires pour... Si on doit demain sanctuariser une zone d'activité, si on doit spécialiser une zone, avoir les leviers réglementaires dans le cadre du PLUI pour le permettre. Voilà, donc c'est intéressant, je trouve, de pouvoir lier l'ensemble des démarches, et justement une démarche qui est pilotée au niveau du schéma d'accueil par le développement économique et l'élaboration du PLUI qui est évidemment piloté par le service urbanisme de l'agglomération en lien avec les villes. Voilà. Merci. C'est déjà un programme assez riche. Et on voit que au fil de la recomposition institutionnelle des territoires, donc soit par fusion d'intercommunalités, soit par création, on voit que les territoires sont amenés eux-mêmes à réviser leur démarche d'urbanisme, de stratégie de développement économique. Mais alors, pour un établissement public foncier, comment il s'y retrouve dans ce paysage assez mouvant, et vous, comment vous verriez
j'ose pas dire les prochains mois, mais les prochaines années d'intervention de l'EPF en matière de développement économique pour améliorer, créer des outils éventuellement qui seraient plus performants pour adresser la demande foncière et immobilière des entreprises. C'est vrai qu'à notre niveau, on continuera à capitaliser sur nos fondamentaux, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on essaye de réfléchir à étendre notre panel d'activités autour de 3 grands axes, je dirais. Le premier, c'est de dépasser cette limite que j'évoquais tout à l'heure, qu'on est sur des horizons temporels de 5 à 7 ans qui sont un peu courts pour préparer le foncier pour l'activité productive. Donc ça pose la question d'aller vers une logique de réserve foncière. Et je vais travailler par analogie sur les quartiers de gare du Grand Paris Express, dont on sait qu'avec l'arrivée de ce grand réseau de transport, il y aura des mutations, mais des mutations qui vont se faire à terme, à un horizon qui dépasse nos 5 à 7 ans traditionnels. Mais on est sûr qu'il y aura ces transformations et que les collectivités nous demandent de préserver la capacité à les accompagner. Donc pour dépasser effectivement les limites de notre modèle, on a créé une filiale avec la Banque des Territoires, qui, elle, est une SAS, est une société qui n'a pas, comme nous, le droit de préemption et qui a la capacité à sécuriser des fonciers stratégiques, à tirer des recettes de l'exploitation des biens qui sont sur ces fonciers, avec la perspective de les céder avec une petite rentabilité, parce qu'on est quand même dans une logique de société avec des TRI faibles, mais à horizon 12 à 15 ans, donc vous voyez, à des horizons beaucoup plus loin, à un prix qui est suffisamment maîtrisé pour permettre, là encore, de donner les moyens aux collectivités de choisir la forme urbaine, la typologie urbaine qu'ils voudront sur ces quartiers, notamment accueillir du logement social. Et donc, par parallélisme des formes, par analogie, on se dit que peut-être on pourrait inventer, donc ça c'est ce qu'on appelle sur les quartiers de gare du Grand Paris Express la foncière publique Île-de-France, cette foncière qui pourrait préparer cette action donc en matière d'économie productive. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, et vous l'avez évoqué, c'est la requalification des zones d'activité. On voit qu'aujourd'hui, on accompagne plus de 20 études portées par des EPCI, des EPT, sur ces problématiques. Donc on sait que c'est le gisement foncier de demain et qu'il faut s'armer pour arriver effectivement à le maîtriser au mieux. Le maîtriser au mieux, ça peut aussi supposer, et on l'a vu, de repenser l'organisation de ces zones pour mieux accueillir les entreprises déjà présentes, voire pour permettre d'accueillir des entreprises exogènes. Et donc c'est là où notre conviction, ma conviction, est que les aménageurs qui sont encore peu présents sur ces sujets pourraient trouver à se réinventer pour devenir des opérateurs sur ces secteurs. Et entre-temps, au niveau de l'établissement public foncier, on peut intervenir pour préparer, par notre portage foncier, ces interventions futures. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est donc le rôle de l'urbanisme transitoire. Lorsqu'on achète un foncier, entre le moment de l'acquisition et le moment de la cession, il peut se passer plusieurs années. Et généralement, lorsque l'état des biens le permette, on essaye d'avoir une occupation, parce que l'occupation, c'est des recettes locatives, et ces recettes locatives écrasent le prix de sortie, le prix de revient de nos opérations. Mais également, donc, comme on a une vocation publique, on offre des loyers maîtrisés, généralement c'est loyer de marché moins 30%, ce qui fait que notre occupation transitoire de notre parc intéresse beaucoup des activités soit qui ont du mal à trouver facilement, je pense notamment pour l'artisanat, l'ESS, avec les loyers de marché qui sont pratiqués, voire accueillir des entreprises qui veulent tester leur modèle pendant quelques années avant effectivement d'espérer pérenniser leurs activités. Et donc là, c'est typiquement le genre d'approche que l'on développe, parfois par le biais d'appels à manifestation d'intérêt, tel celui qu'on a développé avec Romainville et l'EPT sur le site SAFT, et qui est justement, je crois d'ailleurs, qui est thématisé dans l'étude dont on parle aujourd'hui, et qui a vocation justement à lancer effectivement un AMI pour solliciter des entreprises de l'ESS et des activités durables, de l'alimentation durable, mobilité durable, enfin tout ce que vous voulez, pour justement les aider à s'implanter sur le site, sachant que cet AMI a été un tel succès qu'aujourd'hui, mais il appartient aux collectivités de le confirmer, elles envisagent de maintenir à terme cette présence de ces activités sur le site, mais ça sera à discuter avec l'aménageur Sequano pour ne pas le citer. Donc voilà effectivement 3 convictions, j'en rajoute juste
3 secondes, une quatrième. Au niveau du logement, ce qui nous aide, c'est la loi SRU. On a une obligation pour faire du logement social et c'est sûr que dans nos interventions, c'est un facteur facilitatif. Donc là, je pose la question, est-ce qu'on n'a pas un intérêt à développer une loi SRU sur l'activité productive? Effectivement, potentiellement, ça pourrait aider. Voilà des recommandations de politique publique déjà pour amorcer la discussion. On a peut-être 5 minutes, Isabelle, pour aborder les... Alors, est-ce qu'il y aurait des retours, des questions, des... Vous pouvez prendre... merci. Merci. Vous avez aussi parlé d'une stratégie de territoire pour choisir ces entreprises, ou en tout cas d'essayer de spécialiser certains territoires sur certaines activités. Et donc j'ai une petite question un petit peu poil à gratter, mais c'est des questions que j'ai, des problématiques que je peux avoir vis-à-vis de certains élus. C'est jusqu'à quel point l'impact de l'impôt futur sur l'implantation de cette entreprise va déterminer le choix de cette entreprise. J'ai besoin d'expliciter? Non, c'est bon? À tous, parce que, en fait, que ce soit à Valence ou que ce soit... Ça sera la même réponse, mais... Moi, je sais pas bien répondre par rapport à ça, parce que les évolutions fiscales qui vont intervenir, en fait, vont poser la question de savoir, pour les communes, quels vont être l'intérêt, en fait, à prendre de l'activité économique sur leur territoire. Et on le voit, j'en parlais avec ma voisine tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, la taxe d'aménagement, c'est la seule taxe que va percevoir finalement une commune en accueillant une entreprise. Donc, et en même temps, on peut pas juste faire du logement et amener des gens à vivre sans travailler. Donc, pour moi, ça repose vraiment sur une espèce d'équilibre qu'il va falloir trouver. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus, parce que moi, je connais pas de politique qui s'engagerait à avoir sur son territoire que des gens qui habitent et pas des gens qui produisent ou qui travaillent. C'est injouable. Alors, par contre, ça pose la question de savoir quelle est la typologie d'entreprise qu'on va faire venir. Et effectivement, après, je pense que ça va dépendre un peu de l'histoire des territoires et de la ligne directrice, en fait, que les territoires vont se donner. Nous, on a des filières d'excellence, par exemple. On a besoin de conforter notre tissu. On fera comme nos collègues de la boucle Nord de Seine, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un écosystème qui va aller avec nos filières d'excellence, l'image animée, la plasturgie, l'agroalimentaire, ce genre d'activité, tout en gardant en fait un tissu de TPE, PME qui est indispensable en fait au fonctionnement d'un territoire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de territoire sans artisanat, c'est pas possible. Donc après, l'équilibre, c'est comment on fait pour donner une place à tout le monde dans un contexte de consommation foncière qui doit s'atténuer, quoi. Ça, c'est l'enjeu. Merci. Encore une question de ce côté. Oui, sur ce sujet, il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés notamment par Nadine Evrato dans le cadre du réseau scientifique FIL, Finance locale, dont le PUCA fait partie. Si ça vous intéresse, on pourra vous les diffuser. J'aurais un peu de mal à vous dire, là, comme ça, à chaud, ces principaux résultats, si ce n'est que voilà, il y a des tas d'autres facteurs qui interviennent dans la stratégie de localisation des entreprises. Et une fois qu'on les a neutralisés, effectivement, il peut y avoir un effet imposition, taxation, mais il est marginal et dépend vraiment des secteurs. Mais là, je ne peux pas vous en dire davantage. Merci. Oui, je voulais rebondir sur la dernière proposition sur la loi SRU. C'est tentant.
Pour dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, dans les travaux du programme Ville Productive, on avait ouvert un axe un peu plus social, et notamment sur la géographie de l'emploi populaire, en s'interrogeant finalement sur cette dimension du maintien aussi des employés productifs dans les villes et les métropoles, avec cette idée que l'exclusion foncière, elle avait aussi des effets d'exclusion des personnes, tout simplement, des employés très loin éventuellement de leur domicile. Donc ça pourrait être une raison assez forte pour motiver un texte, je ne sais pas, parce qu'en ce moment, le législatif est un peu compliqué à porter, mais en tout cas, voilà, un cadre d'action qui imposerait. Alors, les PLU le font plutôt au titre du développement économique, mais ils pourraient le faire au titre social aussi. Et puis, l'autre remarque, c'est que ça a été un peu évoqué, il me semble, tout à l'heure. On va aussi peut-être au-devant de transformation du parc d'activités tertiaires et de création de friches tertiaires, je ne sais pas, avec le développement du télétravail, de la déqualification d'une partie du parc tertiaire, en tout cas notamment en moyenne et grande couronne. Et donc c'est aussi éventuellement du potentiel foncier immobilier qui peut-être peut devenir des opportunités avec Lausanne de redéveloppement ou de redéploiement. Et donc on n'est pas, à mon avis, pas strictement dans la requalification des zones d'activité industrielle, mais peut-être un peu plus que ça. Je me permets juste deux compléments, effectivement, au-delà de la boutade, sur la loi SRU. Mon point, c'est que lorsqu'on intervient, on peut faire des acquisitions à l'amiable, mais aussi on est délégataire du droit de préemption, donc on doit le justifier. Et c'est vrai que par rapport à préempter pour permettre la réalisation de logements sociaux, il n'y a pas de difficulté, on a de la jurisprudence, c'est relativement facile. Préempter parce qu'on a un projet économique et que la collectivité souhaite réorienter vers un autre projet économique, notamment pour favoriser la ville productive ou l'ESS, c'est beaucoup plus compliqué en droit. C'était juste, nous on voit cette petite difficulté. Par rapport effectivement à l'obsolescence du tertiaire, nous c'est vrai qu'on voit un mouvement ou une tendance vers la transformation de bureaux en logements, mais on voit aujourd'hui que en tout cas, par rapport aux collectivités qu'on accompagne, la problématique, c'est plus de profiter de ce qui pourrait être une aubaine foncière liée à cette obsolescence du tertiaire, mais plutôt pour réorienter là où ça s'y prête. Hein. Mais on voit aussi qu'on a beaucoup de tertiaires qui est en zone déjà mixte avec du logement, pour plutôt l'orienter vers du logement. On a peu de cas où on nous sollicite, au moins à notre niveau, pour essayer de transformer ça à une autre fin économique. Effectivement, c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, sur notre territoire, on a un exemple récemment d'un espace d'activité qui était finalement un peu dans un entre-deux, à la limite d'une zone d'activité, mais pas vraiment dans la zone, et qui, on parlait des flux, je crois, tout à l'heure, générait évidemment des flux qui n'étaient pas les bienvenus sur ce secteur-là. Et donc, voilà, un repositionnement qui va s'opérer plus. Donc c'est un bâtiment plutôt tertiaire, hein, un bâtiment, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, mais donc il y avait des flux, mais des flux liés notamment aux zones d'activité qui étaient à côté. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment tertiaire qui est devenu, dans les prochains mois, prochaines années, un bâtiment dédié à l'activité. Donc voilà, on voit bien le repositionnement qui peut se faire aussi dans ce sens-là. Donc c'est intéressant. Après, ça reste anecdotique et clairement, on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, on a énormément de notre parc tertiaire qui est en dehors des zones d'activité, donc déjà en zone mixte, effectivement, donc avec les conflits d'usage associés, évidemment, de fait, voilà, la transformation en logement est bien plus aisée à penser. Chad, un dernier mot, puis après on va conclure la table ronde. Juste effectivement un mot par rapport à ces deux sujets, peut-être de loi SRU et tertiaire, mais enfin c'est plutôt comment on regarde l'aménagement du territoire. Je crois que globalement, il y a aussi un enjeu pour les territoires et les collectivités locales. Vous avez parlé d'urbanisme transitoire. Et Madame tout à l'heure a parlé de dialogueurs. Moi, je crois qu'il y a peut-être une nécessité aussi de regarder la façon dont les territoires produisent la ville. Et comment on raccroche en fait les zones d'activité au centre-ville et comment dans la verticalisation de nos aménagements, on arrive à faire cohabiter en fait des activités qui ne cohabitent plus, alors qu'elles cohabitaient avant en fait. Hein.
Et notamment, nous, sur Valence, on a développé avec la commune un appel à projet qui part du principe que on peut avoir de l'artisanat en rez-de-chaussée et en R+1. Donc l'artisan va rentrer au rez-de-chaussée, il a ses bureaux en R+1, et au-dessus, on va avoir du logement. Mais en fait, on pourrait imaginer une strate intermédiaire avec du bureau, et puis après avoir les logements au-dessus. Mais ça pose une question, c'est comment on fait pour que les gens réapprennent à parler entre eux. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de contraintes, et notamment de bon ou de mauvais voisinage. Et en fait, c'est un peu ça l'enjeu. Et je pense que nous, les développeurs économiques, en tout cas ceux qui travaillons sur comment on aménage ces espaces, comment on leur redonne du coup de fouet, ou comment on aide les politiques à ça, mais je pense que c'est un peu l'enjeu pour nous, c'est comment on va arriver à faire discuter ces gens entre eux pour arriver à rendre acceptable en fait cette contrainte sur le foncier et appréhender quelque chose de plus apaisé pour les chefs d'entreprise. Il y avait une toute dernière question. Jamila, pour la NCT. En fait, c'est par rapport à cette proposition de l'EPIF. Moi, je suis moins favorable à une loi qu'à un musclage des zonages d'aménagement du territoire. Là, la révision des ZRR est en cours de moulinage. Et j'allais dire, on a la chance d'avoir quand même des zonages d'aménagement du territoire qui sont assez conséquents en France, entre ZFU, territoire entrepreneur, ZRR, AFR. Voilà, enfin, il y a des tas de zonages d'aménagement du territoire qui pourraient être justement activés, catalysés davantage, pas peut-être pour les entreprises. Là, c'est un autre paradigme. C'est pas un ensemble de dérogations ou d'exonérations fiscales et sociales dont on sait que finalement toutes ces exonérations d'ailleurs ne sont pas les différentes études montrent que ce n'est pas le levier premier qui permette l'implantation d'entreprises étrangères ou nationales, en tout cas d'un point de vue endogène. Donc les zonages d'aménagement du territoire, peut-être qu'il faudrait plus regarder dans cette piste-là pour pouvoir autoriser justement des droits de préemption beaucoup plus forts, etc. Mais d'un point de vue d'aménagement, voilà, moins développement économique que... les bénéficiaires seraient moins les entreprises que les opérateurs fonciers et d'aménagement. Voilà, c'est une piste, mais voilà. Merci. Bon, Merci. on a plusieurs pistes. En tout cas, moi, je retiens quand même que pour toutes ces pistes, il y a quand même un dialogue qui est nécessaire. Alors, il faut l'établir, le rétablir, le repositionner au bon niveau pour que les entreprises ne se retrouvent pas sur le strapontin du marché. Je parle d'entreprise utilisatrice. Et que tous les autres acteurs de la chaîne prennent toutes les places principales. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des idées, il y a des pistes. On a parlé de société foncière, on a parlé du droit de préemption renforcé, on a parlé du contrôle aussi, de la mutabilité des terrains aussi, et de la destination pour pouvoir la conserver, ce qui est pas facile. Et puis la requalification des zones, redonner un peu des marges de manœuvre aussi aux collectivités pour qu'elles puissent accueillir à nouveau des entreprises ou qu'elles puissent en accueillir davantage. Maintenant, dernière table ronde, la parole est aux entreprises aussi. Merci pour vos interventions.